Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce début de semaine. Voici tout de suite les titres que nous développerons pour cette édition du lundi 30 octobre. Nous vous emmènerons sur l'île aux Fleurs à la découverte de la réserve naturelle du Prêcheur en Martinique qui porte désormais le nom du célèbre plongeur Albert Falco. De retour sur la terre ferme, nous reviendrons sur la deuxième édition du e-rallye qui s'est achevée ce week-end en Principauté. Et pour terminer cette édition un peu de musique, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo proposait un voyage autour de la Baltique. Nous vous amenons en Martinique, c'est sur cette île que le prince Albert II a effectué une courte visite où il a assisté à l'inauguration de la réserve naturelle marine Albert Falco. Le reportage sur place d'Émilie Rousseau sur des images de Sylvain Péroumal. Les réserves naturelles jouent un rôle prépondérant dans la protection de l'environnement. Elles seraient plus de 170 en France. En Martinique, celle du Prêcheur a été classée en 2014. Le Prêcheur, c'est cette zone située dans le nord-ouest de l'île et qui englobe deux sites d'exception, les îles et la Perle et la Citadelle, ainsi que 12 km de littoral. Cette réserve naturelle marine porte désormais le nom d'Albert Falco, un fervent défenseur de l'environnement, compagnon d'aventure de Cousteau et qui a pu constater au fil de ses aventures et de ses plongées la fragilité de la biodiversité marine. Il serait là aujourd'hui voir ce qu'il y a pour lui. Il aurait été très fier et très très heureux parce que la Martinique, il y est venu pendant des décades et des décades. Ça a commencé avec la Calypso, où il mouillait dans la baie de Saint-Pierre, du Carbet. Ça fait 20 ans qu'ils sont ici, qu'ils venaient vraiment pour voir les élus, leur l'expliquer et rencontrer les pêcheurs qui avaient une certaine hostilité, il faut le reconnaître, mais leur faire comprendre que c'était utile pour eux et leur famille. Le Prêcheur est un véritable oasis tropical pour les plongeurs, mais sa richesse est fragile. Sans un engagement total de chacun, ce patrimoine que l'on connaît finalement peu risque de disparaître. C'est ça la démarche d'une réserve, c'est une démarche intelligente qu'il nous faut pour préserver cette richesse, cette biodiversité très très riche et pour que la mer reste ce qu'elle est pour nous et pour ceux qui viennent après nous. Lors de cette inauguration, le prince Albert II a rappelé que les réserves naturelles, mais aussi les aires marines protégées étaient des projets d'avenir où l'homme et la mer doivent cohabiter ensemble. Albert Falco l'avait bien compris et cette réserve à son nom salue son engagement que les Martiniquais n'ont pas oublié. Et d'ici peu, l'île devrait compter une deuxième réserve naturelle du côté de la baie du Génipa. Le prince souverain bien connu Albert Falco, le célèbre plongeur, il tenait à être présent pour cette inauguration. Je vous propose de l'écouter à ce sujet au micro d'Émilie Rousseau. C'était un homme vraiment qui avait une connaissance de la mer et des fonds marins tout à fait exceptionnelle. Et ses réflexions, ses recommandations, il a été aussi parmi les premiers à lancer des alertes sur certaines espèces. Et vous l'avez bien vu aussi ici lorsqu'on nous a dit qu'il avait trouvé que les populations de poissons dans cette anse du Prêcheur étaient beaucoup plus petites qu'auparavant. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai problème de surpêche dans certaines zones. C'est vrai qu'il nous manque et c'est vrai qu'il manque à tous les amoureux de la mer, mais c'est avec cet exemple-là et avec ce qu'il nous a enseigné que l'on peut aussi aller de l'avant et vraiment activer toutes ces recherches, toutes ces réflexions sur comment mieux gérer nos aires marines protégées, comment mieux gérer la pêche et vers une pêche beaucoup plus durable, bien sûr, et comment on peut mieux appréhender tous les problèmes qui touchent nos mers et nos océans. Autre actualité toujours en Martinique, en bref et en images. Lors de sa présence en Martinique, le prince souverain a assisté à bord du Yersin à la restitution des travaux de la réunion entre les représentants des sanctuaires Agoa et Pélagos.
Le sanctuaire Agoa, pour information, est un espace maritime de 143 256 km² dans les Antilles françaises. Les deux sanctuaires donc ont un même objectif, garantir un bon état de conservation des mammifères marins en les protégeant ainsi que leurs habitats des impacts négatifs, directs ou indirects des activités humaines. Partons sur les routes à présent avec la deuxième édition du e-rallye qui s'est achevée ce week-end. Une quarantaine de véhicules non polluants s'étaient lancés dans une compétition de régularité. Vanessa Dessy et David Bernardi les ont suivis. Des véhicules 100% non polluants et sans émission de CO2 s'étaient réunis à l'occasion de cette deuxième édition du e-rallye. Inscrits au calendrier international de la FIA, 38 équipages se sont donc retrouvés au départ. Le niveau de cette compétition de régularité a légèrement été relevé cette année à la demande des engagés. C'est vrai que ça fait quelques années qu'on fait des rallyes, et non des moindres. Mais sur ce rallye particulièrement, les concurrents veulent démontrer la réelle capacité des voitures à suivre les moyennes qu'on leur impose. Et cette année, on a décidé de corser l'itinéraire en multipliant les épreuves de régularité. Et je crois que c'est bien ressenti par la plupart des concurrents parce qu'ils étaient demandeurs. Donc de toute façon, je crois qu'ils seront satisfaits. Parmi les concurrents, les institutions monégasques étaient très bien représentées. Dans un esprit pionnier, ce e-rallye a pu ainsi offrir une place aux technologies du futur, mais surtout à l'aventure humaine. Je suis fier de mon copilote et de ce qu'on a partagé, voilà. Et puis merci à Monseigneur de nous avoir poussé parce que c'est vraiment spécifique. On découvre la mécanique, je vous dis, c'est vraiment bien, très bien. C'est une épreuve, donc elle est aussi bien physique qu'intellectuelle. Il faut un petit peu d'endurance physique pour tenir le choc et rester disponible intellectuellement pour justement arriver à conjuguer à la fois la durée de l'épreuve et les difficultés de chaque épreuve interne, c'est-à-dire ce qu'on appelle les zones de régularité, qui doivent être suivies avec intensité. Très très bien, on n'a pas de brouillard, pas comme l'année dernière, donc c'était très bien. Et la route impeccable, pas de pluie, parfait. On avait tout misé sur la dernière pour rattraper notre léger retard et gagner le rallye. Bon, ce sera pour l'année prochaine, mais sur 30 km, on était certain de passer à zéro à chaque fois et donc bien évidemment de remporter ce rallye. Mais on est prêt pour l'an prochain, on étudie, on apprend chaque année, tout va bien. L'équipage Didier Malga, Anne-Valérie Bonnet sur Tesla S s'est imposé pour cette deuxième édition du e-rallye. Soulagement à l'arrivée pour ses concurrents qui maîtrisent pourtant très bien les rouages de la régularité. Il y a une belle bagarre avec les Italiens, c'est notre fin de saison en championnat de France des rallyes énergie nouvelle, on va être champion pour la deuxième fois consécutive. C'est le rallye de référence pour nous, donc c'est forcément quelque chose d'important. On a beaucoup de soutien, beaucoup de personnes qui nous suivent depuis 4-5 ans, donc c'est aussi pour eux sans doute une grosse satisfaction. Et puis, vous voyez, j'ai déjà perdu ma copilote qui craque de plaisir, donc je peux pas... C'est la référence, on est bien d'accord. Ce e-rallye 2017 a pu ainsi démontrer le potentiel des voitures non polluantes. Leur efficacité au cours de cette épreuve semble extrêmement prometteuse pour les prochaines années. Et vous venez de le voir, le e-rallye a rencontré un franc succès cette année encore. Les énergies renouvelables telles que l'électrique ou l'hydrogène représentent certainement l'avenir du sport automobile. Nous avons pu justement aborder ce sujet avec le prince souverain qui était venu pour l'occasion donner le coup d'envoi de la dernière étape. Je vous propose de l'écouter au micro de Vanessa Dessy. Je pense que c'est un petit peu l'encouragement et l'avènement des véhicules électriques qui sont mis à l'honneur une nouvelle fois. Ça fait quelques années qu'ils sont mis à l'honneur en principauté, mais je pense que tout le monde, grâce à ce genre d'épreuve, voit que ce sont de voitures fiables, des voitures performantes, des voitures qui peuvent participer à ce genre de compétition et que je pense que peut-être pas dans un avenir tout à fait immédiat, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes sensations. Il y a de très belles sensations en véhicule électrique aussi. Et dans une optique
de mobilité propre et d'une transformation de nos moyens de transport. Je pense que le véhicule électrique aura sa place. Peut-être on parle beaucoup de la voiture à hydrogène aussi, mais je pense qu'il faudra aller vers ce type de motorisation et vers ce type d'énergie dans le futur. Et dans le reste de l'actualité, en bref. Vous le découvrez sur ces images réalisées au Palais Princier. 3 nouveaux ambassadeurs sont désormais accrédités auprès de la principauté. Il s'agit de Peter de Gorer, ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, de Patricia O'Brien, ambassadeur de la République d'Irlande, et de Fernando Carderera Soler, ambassadeur, lui, du Royaume d'Espagne. Tous 3 ont présenté et remis leur lettre de créance au prince Albert II. Voici 2 rendez-vous proposés par la bibliothèque Princesse Caroline. Cette semaine, tout d'abord, l'après-midi de jeu, le jeudi 2 novembre de 14h à 18h30. Entrée libre et gratuite. Cet après-midi est destiné aux enfants à partir de 5 ans. Ils pourront venir jouer en famille et entre amis. Autre rendez-vous, lui, le mercredi 8 novembre, la vente de livres et de jeux d'occasion au profit des actions de la Journée des droits de l'enfant. Nous ouvrons une page culture au programme de cette soirée de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, des musiques estoniennes et norvégiennes, avec la participation exceptionnelle de l'accordéoniste lettonne Ksenia Sidorova qui a enchanté le public monégasque. Le récit est signé José Sacré. Vendredi 27 octobre, le concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a été comme un voyage musical autour de la mer Baltique, à la découverte de musique pour la plupart donnée pour la première fois à Monaco, des œuvres des Norvégiens Ged et Grieg et des compositeurs estoniens Arvo Pärt et Erkki Sven Tuur. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo était dirigé par Michael Gertz, un jeune chef venu lui aussi d'Estonie, un pays véritablement amoureux de la musique. Tout le monde chante en Estonie. Donc il y a beaucoup de chœurs dans chaque école, au moins deux ou 3 écoles, pardonnez-moi mon français. Mais c'est vraiment l'amour pour la musique, pour le chant, pour la voix. Je pense que ça, c'est la réponse. Prophétie pour accordéon et orchestre est une œuvre de l'Estonien Erkki Sven Tuur, lauréat 2015 du coup de cœur des jeunes Milliman, Fondation Prince-Pierre de Monaco. It's always an important thing for a composer if one realizes that. D'abord, c'est toujours important pour un compositeur de savoir que son travail a été bien reçu, surtout par un public jeune. Ensuite, cette récompense m'a permis de revenir ici. J'ai en effet écrit une pièce pour de jeunes musiciens qui l'ont créée à Monaco l'an dernier. Je remercie Jérôme Delmas d'avoir choisi une autre œuvre, cette prophétie pour accordéon et orchestre, dans le programme de ce soir. I'm very grateful to Jérôme that they programmed my work here. Soliste de cette prophétie pour accordéon et orchestre de Tuur, une jeune lettonne qui depuis 2016 est invitée partout dans le monde par des orchestres prestigieux, Ksenia Sidorova. I've done maybe around 6 performances of this piece so far. C'est la 6e fois que je joue cette œuvre et je perçois à chaque fois à travers cette musique des choses différentes, sombres, mystérieuses, révélées par les rythmes syncopés. Pour moi, c'est comme une anticipation dans le futur. Vous savez, les compositeurs, comme tous les artistes, sont parfois des visionnaires. De l'estonien Arvo Pärt, le Cantique des degrés pour chœur mixte et orchestre est une œuvre commandée par son Altesse royale la princesse Caroline et dédiée au prince Régnier III à l'occasion du 50e anniversaire de son règne.
Une pièce magnifique créée le 19 novembre 1999 à la cathédrale de Monaco et interprétée ici bien sûr par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avec l'ensemble vocal Camerata Apollonia sous la direction de Mathieu Perreigne. Il est l'heure à présent de découvrir les prévisions météo de ces prochains jours. Pour le dernier jour du mois d'octobre, mardi 31, du beau temps, des nuages discrets et un vent faible à modéré, côté Mercure de 13 à 19 degrés. Mercredi 1er novembre, une belle journée en perspective, quelques nuages côtiers provisoires, peu de vent. Jeudi, un soleil un peu plus hésitant que les jours précédents, sans grande détérioration du temps, température comprise entre 15 et 20 degrés. Vendredi, le temps sera moyennement ensoleillé, mais les températures seront douces, 15 et 20 degrés. Samedi 4 novembre, un soleil caché partiellement par les nuages, surtout en seconde partie de journée. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une agréable soirée sur Monaco Info.